Alors bien, bonjour à tous. Merci à l'Association pulmonaire du Québec pour, l'invitation. Mon nom est Mélanie Caron, puis ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler un peu du rôle de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, puis comment ensemble on pourrait, mieux collaborer. Vous allez voir que la perspective des patients, nous, on a à cœur de bien connaître vos choix et vos préférences. Donc, ben, je l'ai dit, merci pour l'invitation. On va, parler un petit peu, on va vous mettre en contexte pour peut-être ceux qui sont moins familiers avec l'institut, dans quel environnement on baigne. On va parler un peu rapidement de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription, comment ça fonctionne, c'est quoi les processus, qui est responsable de quoi. Puis on va terminer par, les processus de consultation qui sont disponibles à l'INES, puis comment vous, en tant que patient, proche aidant ou association, ben, vous pouvez contribuer à ces processus-là. Donc, qu'est-ce qui, transite dans notre environnement? Bien, aujourd'hui, là, je vous ai mis encore la slide, là, qui décrit notre mission, notre vision puis nos, valeurs. Donc la vision de l'INES actuellement, c'est de produire un impact tangible sur, le bien-être collectif le bien-être collectif, excusez-moi, en mobilisant les savoirs, puis vous allez voir tantôt les différents types de savoirs qu'on va mobiliser. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien sur notre plan stratégique 2024-2028, mais on peut vous préciser, déjà qu'on ne va pas terminer ce plan stratégique-là, puisque le projet de loi qui va fusionner, notre institut, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux avec, l'Institut national de santé publique a été adopté, il y a déjà quelques semaines. Et cette fusion-là, ben, elle aura lieu le 1er avril 2027. Donc ça va donner un plus grand institut où on va pouvoir, conjuguer ensemble et avoir une nouvelle mission là pour, le nouvel institut du Québec. Donc, oups là, les mandats de l'INES actuellement, puis ils demeurent, hein, dans la nouvelle loi, même après la fusion, c'est d'évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments, puis des interventions en santé et en services sociaux, élaborer des recommandations et des guides de pratiques cliniques visant l'usage optimal de ces technologies-là. Puis pour nous, une technologie, généralement, c'est le sens large, là. Ça inclut des médicaments, mais aussi des interventions, donc des trajectoires de soins. Déterminer dans ces recommandations et guides des critères à utiliser pour évaluer la performance des services, hein. Comment on fait pour s'assurer que quelque chose qu'on a étudié dans des études cliniques ou dans des milieux, vraiment très propices, puisse donner de la valeur dans le jour au jour dans nos établissements de santé, tout en tenant compte des meilleures pratiques de gouvernance clinique. On doit aussi mettre à jour nos recommandations pour, s'assurer que ça soit contemporain et de s'assurer de les diffuser, dans le fond, aux intervenants du système de santé et de les rendre publics. D'où ma présence aujourd'hui là, qui est, une autre façon de faire rayonner ce qu'on fait et de, bien entendu, vous exposer à ces processus-là et de favoriser la mise en application des recommandations et des guides par différents moyens de sensibilisation et de transfert de connaissances. Donc, c'est exactement ça qu'on fait aujourd'hui. Notre institut est un peu particulier des instituts d'évaluation des technologies en santé, hein, ça à peu près chaque pays a ça, sauf les États-Unis où il y en a pas. Mais nous, on a une particularité dans le sens qu'il y a vraiment tous les objets de la santé plus physique, on va dire, mais aussi des services sociaux puis des, services en général, notamment en santé mentale. Donc ça, c'est vraiment, des fois dans d'autres, pays, on va voir des instituts qui vont avoir un pour les services sociaux, un pour les services un petit peu plus de santé, physique. Nous, on a vraiment au Québec l'opportunité de combiner, tous ces ce portfolio-là pour s'assurer que les décisions qu'on va prendre, ben, sont justes, raisonnables puis équitables pour le système de santé publique québécois, puis qui tiennent compte de ces dimensions-là. Donc, on a ma direction, si vous voulez, aujourd'hui, celle qu'on va parler le plus sur c'est la direction d'évaluation des médicaments et des technologies aux fins de remboursement. Il y a une autre direction qui fait
l'évaluation et le soutien à l'amélioration des modes d'intervention en services sociaux et en santé mentale. Comme je vous disais, un volet important de bien conjuguer avec le reste des services en soins de santé. Et une troisième direction qui fait l'évaluation et la pertinence des modes d'intervention en santé. Donc, dans le cycle de vie, si on veut mettre ça un peu comme ça, nous, on s'occupe de tout ce qui arrive dans le système public. La direction de la pertinence va, quand c'est un peu plus loin dans le cycle de vie, s'assurer que c'est bien utilisé. Puis la direction des services sociaux et santé mentale, ben c'est comme un petit peu plus transversal, puis ça va suivre, les parcours de soins. Donc, l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription, il faut se souvenir qu'au Québec, on a un régime unique en Amérique du Nord, puisqu'on est le seul système de régime d'assurance universel actuellement qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'autant tous les citoyens du Québec sont assurés pour l'assurance médicaments, soit parce que quand vous travaillez, vous avez une assurance avec votre, employeur, vous faites partie d'une mutuelle, on va appeler privée. Si vous malheureusement, vous ne bénéficiez pas de ça, bien, par défaut, vous êtes assuré par le système public. Donc, les 9 millions de Québécois sont assurés, ce qui n'est pas le cas dans toutes les provinces où des fois les régimes publics, ben, s'occupent, des moins de 25 ans, des plus de 65 ans, mais dans le milieu, ben, il faut vraiment souscrire à des assurances privées. Puis là, les polices privées peuvent avoir toutes sortes de régimes différents. Au Québec, parce qu'on est un régime universel, il y a le régime général d'assurance médicaments. Bien, les décisions qui sont prises par notre ministre de la Santé, bien, les assureurs privés sont tenus de les tenir. Donc, c'est le minimum, c'est le plancher, c'est la couverture publique. C'est sûr que vos assureurs privés, bien là, peuvent offrir un panier de services qui est plus grand, puis parfois avec des primes aussi qui sont proportionnelles à ça. Mais, il y a aucun assureur qui peut, offrir un panier de services qui va être moindre que le panier du régime public. Donc ça, c'est important, c'est une différence. Au Québec, on va dire que les recommandations que l'INES fait pour l'évaluation des médicaments, elles sont liantes avec le régime autant public et privé au Québec. Donc le fabricant, si on vous regardez mon dessin totalement à gauche, c'est vraiment les fabricants qui doivent décider de venir déposer une demande d'autorisation de leurs médicaments à Santé Canada. Par la suite, ben, c'est l'INES qui va faire l'évaluation vraiment de la valeur du médicament. On va voir tantôt qu'on ne regarde pas tout à fait les mêmes dimensions, Santé Canada et nous. Puis nous, comme Agence d'évaluation des technologies en santé du Québec, bien, on va vraiment se demander si on a d'autres médicaments déjà à la liste qui font ça. Puis est-ce que le nouveau médicament va apporter une, une valeur incrémentale, donc une valeur de plus que ce qui est déjà à la liste, puis sous quels paramètres. Une fois que l'INES va avoir transmis sa recommandation, d'aller inscrire ou pas un médicament, il y a une négociation sur le prix qui est fait maintenant à l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne. Pour nous, là, le Canadien, le marché du médicament au Canada, c'est moins de 2 du marché mondial du Canada. C'est pour ça que depuis 2015, ben, il y a tous les provinces et territoires du Canada se sont regroupés ensemble pour essayer d'aller négocier des meilleurs prix, puisque maintenant, la majorité des compagnies pharmaceutiques sont des compagnies globales. Donc, eux, ils aiment les gros marchés, puis comme je vous dis, le Canada, c'est à peu près, ou moins de 2 du marché. Donc, on s'est regroupés pour la négociation de prix. C'est l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne qui est responsable de ça et nous, l'INES, on n'est vraiment pas mêlés là-dedans puisque, la négociation qui va avoir lieu, elle va être confidentielle et le ministre de la Santé par la suite, s'il y a une entente, qui fait du bon sens pour, le régime public, ben, il va pouvoir, décider d'inscrire les médicaments aux listes des médicaments du Québec. Il y a 2 listes au Québec, une liste sur les médicaments d'établissement, puis une liste quand vous allez à votre pharmacie communautaire, qui est la liste du régime général qu'on appelle. Et la Régie de l'assurance maladie, elle est vraiment, hem, si vous voulez, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout ça, ça soit bien opérationnalisé, que vous ayez accès aux médicaments quand vous vous présentez en pharmacie, puis qu'il n'y ait pas d'embûches. Donc eux, on va voir plus en détail leur rôle tantôt. Donc dans le reste du Canada, nous, l'INES, on s'occupe juste du Québec.
Il y a une autre agence des technologies, qui s'appelle, l'Agence canadienne du médicament. Anciennement, ça s'appelait CADET, maintenant ça s'appelle CDA-AMC. Eux, ils font l'évaluation de la valeur des médicaments pour les autres provinces et territoires. Il y a une autre entité qui s'appelle le Conseil d'examen, du prix des médicaments brevetés du Canada, qui, une fois qu'un médicament est arrivé sur le marché, lui, il va comparer que le prix qu'on paie au Canada, il est pas disproportionné versus 11 autres pays dans le monde. Il fait comme une moyenne pour s'assurer que les médicaments, restent, abordables pour les citoyens canadiens. C'est important aussi de garder en tête, là, je vous ai mis une petite slide sur l'histoire du régime public d'assurance médicaments. Ce régime-là, il a été mis en place en 1997, fait que des fois, on a envie de dire: «Hey, c'est là depuis toujours», mais non, c'est pas depuis toujours. Puis nos confrères du reste du Canada, ben, ils ont toujours pas de régime universel d'assurance médicaments. Peut-être vous aviez vu dans, les journaux il y a quelque temps, le National Pharmacare, là, il parlait de cette mise en place-là. Malheureusement, avec, ce qui se passe sur l'échiquier mondial, c'est pas un sujet d'actualité, sur la scène fédérale actuellement. Donc tantôt, je vous ai dit qu'on avait tous des rôles, bien séparés dans l'écosystème des médicaments. Donc Santé Canada, là, je vous rappelle que eux, c'est vraiment une entité, législative fédérale. Leur pendant aux États-Unis, c'est la FDA et en Europe, c'est la l'EMA qu'on appelle l'Agence européenne des médicaments. Donc eux, ils doivent vraiment donner l'homologation pour le médicament. Ils vérifient si la molécule elle est efficace, elle est sécuritaire pour, les patients du Canada, hein, faut se souvenir de la thalidomide. Donc ils vont accréditer un fabricant, puis ils vont lui donner la possibilité de distribuer ces médicaments-là en reconnaissant une indication. Donc c'est vraiment la première étape, il faut qu'eux, y aient un avis de conformité pour le Canada. Après ça, nous, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, on est vraiment une entité neutre, c'est-à-dire que on relève pas directement du ministère de la Santé, là. Il y a personne qui nous appelle pour nous dire: «Prenez telle décision». Ça va être vraiment fondé sur, les données que les fabricants vont nous avoir, envoyées, la perspective des cliniciens, puis on va voir la perspective très importante des patients aussi tantôt. Puis on va se poser comme question, ben le produit, est-ce qu'il ajoute de la valeur dans notre régime? Puis si oui, sous quelles conditions? Puis là, on va envoyer notre recommandation, dans le fond, au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui lui va vraiment prendre la décision d'inscription, puis que, comme je vous ai dit, que c'est lui qui va décider s'il doit négocier le prix du médicament. Puis ben là, ça, je pense que c'est pas un secret pour personne. Les médicaments dont le prix arrive, on appelle ça efficient, nous, dans notre langage, ça veut dire qu'il arrive avec un bon prix pour les résultats de santé que ça donne chez les patients. C'est quand même assez rare par les temps qui courent, compte tenu que nos voisins américains, hein, ils veulent avoir les meilleurs prix au monde, là, puis leur président met en place toutes sortes de politiques. Malheureusement, ça affecte les prix des médicaments au Canada, à la hausse. Donc souvent, on a besoin d'aller faire une négociation des médicaments. Puis une fois que le ministre est satisfait des conditions pour le régime public, bien, ils vont pouvoir être inscrits à la Régie d'assurance, maladie du Québec, qui lui va vraiment son rôle, c'est d'exécuter les décisions d'inscription, puis d'appliquer les conditions de remboursement, à l'INES. Des fois, on voit là, ah, la RAMQ, le critère pour avoir accès à ce médicament-là, ça fait plus de sens, c'est pas bon. Mais malheureusement, c'est pas la RAMQ qu'il faut se plaindre parce que le critère, il est décidé, par l'Institut national en santé et en services sociaux. Je vais vous expliquer comment. Puis il y a des mécanismes là qui sont disponibles pour vous quand, vous voulez qu'on réévalue des choses. Tantôt, j'ai dit que le régime général d'assurance médicaments, il était unique en Amérique du Nord. Il faut aussi se souvenir, ben, qu'il y a des choses qui sont incluses, puis il y a des choses qui sont exclues. Donc, on est, quand même chanceux. La couverture est large par toutes sortes de médicaments, des médicaments aussi qui sont biosimilaires. Il y a des pansements, des dispositifs médicaux liés à l'administration des médicaments. Puis toutes sortes de thérapies cellulaires et géniques. Donc ça, c'est couvert, par les listes, mais il y a des, cas d'exclusion, à la couverture, notamment les médicaments pour la perte de poids, l'alopécie, la dysfonction érectile, la cachexie ou à des fins cosmétiques. Donc ça, c'est des exclusions qui sont vraiment dans, la loi d'assurance médicaments, qui n'appartiennent pas comme à l'INES, mais qui font partie de notre réalité.
Il faut aussi savoir que je vous l'ai dit, ça a été mis en place en 1997. Depuis ce temps-là, bien qu'il y a des conditions médicales qui sont exclues, de la couverture du régime général, il y a une possibilité pour des médicaments qui sont capables de bien démontrer de l'efficacité de leur traitement à l'aide des paramètres cliniques distincts de ceux associés aux thérapies exclues du régime. Puis là, ça il va pouvoir avoir une évaluation de la valeur pour, ces, produits-là. Donc, ça, c'est une nouvelle ouverture qu'on a. Vous avez peut-être aussi entendu parler que le gouvernement a investi de l'argent, le gouvernement du Québec, pour accélérer l'accès aux médicaments pour les citoyens du Québec et il est arrivé avec ça toutes sortes de mesures, notamment dernièrement, ça fait maintenant, je vais dire plusieurs mois, là, en fait, je dis maintenant, mais pour nous, c'est encore récent parce que ça fait moins d'un an, qu'on a maintenant 12 avis au ministre par année. Donc la liste de remboursement, avant, elle changeait 9 fois par année. Maintenant, il y a une occasion environ par mois de mettre à jour la liste. Donc ça favorise, l'inscription des médicaments un petit peu plus rapidement et par le fait même, ben, l'accès pour les patients. Nous, du côté de l'institut, quand il y a un fabricant qui vient déposer sa demande pour l'évaluation du médicament et qu'on ouvre le dossier, qu'on commence à le regarder, ben, on a ce qu'on appelle une déclaration de service aux citoyens qui nous oblige à faire l'évaluation en dedans de 180 jours. Donc 6 mois, maximum pour faire cette évaluation-là. Là, vous avez un petit schéma à droite, là, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien, mais il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une voie qui est on appelle, nous, une voie accélérée pour toutes sortes d'autres circonstances où les enjeux, pour mesurer la valeur d'une thérapie, ben, ont déjà été délibérés par notre comité délibératif permanent. Tantôt, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc la voie la maximum, si vous voulez, c'est de 180 jours. Puis, il y a une voie accélérée à côté qui peut varier de 90 à 110 jours pour, disons, un 4e médicament qui arrive dans la même classe, puis qui est assez similaire aux autres médicaments de la classe. Bien là, il peut avoir des volets qui sont un petit peu plus rapides. En gros, comment ça fonctionne notre ligne du temps pour un dossier d'évaluation? On se souvient que c'est le fabricant qui vient déposer. Maintenant, c'est transparent pour vous. Vous pouvez voir notre plan de travail. Des fois, tu sais, on voit dans les nouveautés, «Ah, aux États-Unis, ils ont un tel médicament, pourquoi on ne l'a pas ici?» Il faut d'abord se demander, est-ce que le fabricant, je vous l'ai dit, la majorité des fabricants maintenant, ils sont global, donc ils desservent le monde entier, puis ils vont choisir quel marché ils attaquent en premier. Donc, est-ce que le fabricant, il a déposé à Santé Canada? Puis, est-ce qu'il a déposé à l'INES? Tantôt, je vous ai fait une ligne du temps là, qui était en séquence, mais dans la vraie vie, le fabricant, il peut choisir de déposer ce qu'on appelle un dossier aligné. Ça nous permet, nous, l'INES, de faire une portion du travail en même temps que Santé Canada pour faire du parallélisme, pour essayer de diminuer aussi le temps d'accès, pour, éventuellement pour vous les patients. Et là, maintenant, même, l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui fait la négociation peut venir se superposer là-dedans pour encore accélérer un peu plus vite. C'est un nouveau mécanisme qui est en place, depuis, quelques mois, puis on a bien hâte de voir ce que ça va faire sur, les temps aussi pour l'accès au public. Donc, le fabricant soumet à Santé Canada, il soumet à l'INES. Nous, il y a une première étape qui est de s'assurer qu'on a tous les documents qu'il faut pour bien évaluer le dossier. Après ça, il va y avoir l'évaluation en tant que telle, où on va apprécier les données du fabricant, on va considérer les perspectives qu'on a reçues des patients, de leurs proches, des associations. Puis, il y a toujours un comité consultatif avec des cliniciens qui sont un peu plus experts dans ce domaine-là ou qui traitent ce type, de conditions-là pour bien comprendre la nouvelle thérapie, qu'est-ce qu'elle va venir déplacer, qu'est-ce qu'elle va venir changer, quels bénéfices ça va apporter pour les patients, quels effets secondaires aussi, parce que des fois, ça peut, améliorer la survie globale, mais ça vient avec des effets secondaires qui sont différents de ce qu'on voit, actuellement dans la pratique clinique. Pour nous, c'est bien important de mesurer ça, puis après ça, de savoir sur les patients, ben, est-ce que c'est un effet secondaire, qu'ils sont prêts à tolérer ou pas? Ça va toutes, ces informations-là vont venir toutes peser dans la balance, de la décision du comité délibératif permanent. Donc c'est ça, c'est un très un import
un élément très important pour vous à comprendre, c'est que ce n'est pas la permanence, c'est pas les gens qui travaillent à l'INES qui décident de la recommandation qui va être envoyée au ministère. C'est vraiment le comité délibératif permanent, puis on va voir tantôt, de qui il est composé. Après, on va transmettre la décision au ministre qui, lui, va, décider de l'inscription. Pour l'accélération des médicaments, ben, j'en ai parlé un peu là, le ministère a quand même mis, plusieurs mesures, en place. Donc, la documentation scientifique, c'est toujours ça avec, ce qu'on part, l'avis des experts au biais des comités consultatifs, puis, ben, l'expérience vraiment des patients puis de leurs proches dans la condition en général, hein. Des fois, c'est sûr, un nouveau médicament, on s'attend pas à avoir du feedback nécessairement sur ce médicament-là parce qu'il y a peut-être pas eu beaucoup de patients qui ont pu avoir accès à des protocoles de recherche. Mais on veut savoir, dans le cancer du poumon à petites cellules, ben, comment les patients vivent ça, c'est quoi qu'ils voudraient voir changer? C'est quoi qu'ils aimeraient voir comme résultat de santé de manière différente? Ça, c'est des informations qu'on recherche. Lorsqu'on évalue un médicament, on regarde toujours la valeur thérapeutique au début. Fait que avant même de regarder les autres aspects, on se dit, ben, est-ce qu'il y a un besoin de santé pour, les patients, ils ont besoin de cette thérapie-là? Puis, ben, la thérapie, est-ce qu'elle comble ce besoin-là? On va se poser ces questions-là, puis ça va faire la valeur thérapeutique. Puis après ça, si on a reconnu la valeur thérapeutique, on va faire les autres aspects prévus à la loi, soit la justesse du prix, le rapport entre son coût puis l'efficacité, ou on va appeler ça l'efficience, les conséquences d'inscrire ce médicament-là sur notre régime. Est-ce que ça prend des lits d'hospitalisation? Est-ce que le patient va avoir à se déplacer 10 fois à l'hôpital versus une fois? C'est quoi les vraiment là, l'impact sur la population en général, mais sur les soins puis les services? On va regarder ça. Puis après ça, ben, on va se demander l'opportunité d'inscription du médicament aux listes. Qu'est-ce que ça déplace? Est-ce que c'est déjà comblé, et cetera? On va, faire cet aspect-là aussi. Donc, ça, c'est prévu à la loi de l'INES, c'est dans la loi. Nous, on considère que c'est un avantage parce que ça s'assure que pour tous les médicaments qu'on va évaluer, on va suivre exactement, la même séquence, puis que la les dimensions vont avoir un peu le même poids. Donc ça, j'en ai un peu, glissé un mot tantôt. C'est vraiment tout part par la valeur thérapeutique du médicament, puis vous allez voir tantôt dans nos, recommandations que des fois, on va dire, ben c'est un refus ensemble des critères, mais on a reconnu la valeur thérapeutique. C'est vraiment la première étape, c'est de reconnaître la valeur thérapeutique. Donc, on va identifier le besoin de santé à combler chez les patients et bien entendu, on est-ce que la molécule qu'on est en train de regarder peut combler ce besoin de santé-là? Puis c'est quoi la hauteur du bénéfice clinique que ça vient chercher, pour eux, en considérant ce qui est déjà, à la liste. Puis après ça, bien, on fait oups, excusez-moi, là, je vais vous donner, un peu mal au cœur. On va faire les autres aspects qui sont, prévus à la loi que j'ai décrits, tantôt. Je reviens sur le comité délibératif parce que ça, c'est vraiment important. Nous, notre, rôle, c'est de s'assurer que la science qu'on récolte, le point de vue des cliniciens, puis aussi vous comme patient, association de patients, puis proches aidants, vous nous avez rapporté, qu'on va mettre ça là, dans un format qui va être compréhensible pour, les citoyens du Québec, puisque notre comité délibératif, il est composé ben, de citoyens, d'éthiciens, oui, il y a des cliniciens, bien entendu, il y a des économistes, il y a des gestionnaires du réseau de la santé, des experts en méthodologie, ça veut dire, d'être capable de bien interpréter les études. Donc, il y a toutes sortes de perspectives qui sont autour de la table et chacun est là vraiment, à titre de citoyen du Québec et c'est eux qui devront se prononcer sur la recommandation qu'on va envoyer au ministre. Donc ça, encore une fois, ça illustre notre cheminement qui est important, comme je vous ai dit, qui est prévu à la loi. D'abord, la valeur thérapeutique. Si on ne reconnaît pas, le comité ne reconnaît pas qu'il y a une valeur thérapeutique, bien, on va arrêter l'évaluation là. On ne fait pas les autres aspects qui sont prévus à la loi. On va tout simplement écrire au ministre nos arguments. On appelle ça, nous, les constats puis les incertitudes que le comité a relevées et ça va faire un refus de valeur thérapeutique. S'il y a une valeur thérapeutique qui est reconnue, on va faire l'évaluation des autres aspects. Si dans les autres aspects privés à la loi, soit pour l'organisation des services, l'économie
ou l'impact sur le réseau, là, il y a, des problématiques. On peut faire ce qu'on appelle un refus d'inscription pour l'ensemble des aspects de la loi. Donc ça aussi, ça fait une recommandation qu'on dit rouge, là, mais c'est pas que la valeur thérapeutique est pas reconnue. Le ministre, lui, s'il est capable d'aller avec le fabricant à ces négociations, lever les conditions qu'on a mis, il va pouvoir inscrire quand même les médicaments quand il va le juger opportun. Bien entendu, quand ça a bien passé les autres aspects, bien souvent, on va mettre une inscription avec condition, c'est-à-dire qu'on va mettre des critères. Les critères viennent généralement de l'étude, hein, c'est qui les patients qui vont le plus bénéficier de ces médicaments-là. Ça va souvent, se refléter dans le critère. Puis après ça, le médicament, il va être inscrit sur une des 2 listes, soit le régime général d'assurance médicaments ou la liste des établissements de santé. Notamment, vous savez qu'en oncologie au Québec, bien, il y a plus de médicaments qui sont donnés en clinique externe d'onco, donc ça va en liste d'établissements, sauf si c'est un comprimé par, la bouche, là, on peut le retrouver à la liste générale. Donc, le médicament d'exception, pour nous, c'est une façon vraiment de cibler les populations qui vont plus bénéficier d'un traitement, puis de suivre l'utilisation des thérapies pour, s'assurer que la valeur qui avait été proposée dans les études cliniques, ben, elle se concrétise bien pour les citoyens du Québec. Quelques petites statistiques là, avant qu'on arrive aux consultations. Ça, c'est le pourcentage des évaluations qu'on a faites dans les, dernières années dans la dernière année, on voit que 56 dossiers étaient en oncologie pour 116 qui étaient pas en oncologie. Fait que le cancer, c'est quand même une sphère d'activité qui est, bien représentée. Puis la maladie rare aussi, 41 dossiers sur 131 et par rapport à l'année passée, on a plus de médicaments évalués que par l'année précédente. Et on a fait 10 plus grandes consultations ciblées auprès des patients, des proches aidants puis des associations. Les grandes consultations, on les fait plus souvent quand c'est une condition pour laquelle c'est la première fois qu'on a une thérapie qui arrive sur le marché. Bien là, on a vraiment besoin de savoir c'est quoi les préférences, les choix, les patients qui ont cette condition-là, qu'est-ce qu'ils s'attendent, pour aider, leur, trajectoire de soins. Donc ça, c'est quand même quelques petites statistiques et maintenant on arrive dans notre vif du sujet de la consultation. Comment ça fonctionne les mécanismes de consultation à l'INES? Bien, je vous invite en tout cas, quand après votre journée là, quand vous allez réfléchir à tous les beaux ateliers que vous avez eus dans votre journée, heu, pour, la journée de sensibilisation, mais vous pourrez aller visiter notre site web où on a une super belle section qui s'appelle, «Votre rendez-vous avec l'INES», donc le rendez-vous des patients, des proches aidants puis des associations de patients. Puis là, vous allez retrouver de manière très détaillée, comment, vous pouvez participer à nos activités. Puis là, on va en faire un survol avec nous. Heu il y a 3 types de consultations que vous pouvez faire. En tout temps, vous pouvez nous écrire. Ça, c'est très facile, je vous ai mis l'adresse, dans les diapos à la fin. Il y a quand on fait un appel à sollicitation, c'est-à-dire qu'on va envoyer un bulletin express, puis on va dire: «Bien, on cherche des patients qui sont atteints de telles conditions, puis on aimerait ça, pouvoir recevoir, des commentaires particuliers» ou vous réunir vraiment en groupe pour faire des entrevues individuelles ou en groupe pour s'assurer qu'on comprend bien, comme je vous dis là, les choix puis les préférences, des patients et de leurs proches aidants. Ça, c'est très important pour nous. Donc, la première façon de vous assurer que vous pouvez être au courant là, de qu'est-ce qu'il y a à dire, comment je peux intervenir, c'est d'aller voir notre plan de travail. On se fait un devoir maintenant à l'Institut d'être très transparent sur nos activités. Ça fait partie de nos valeurs. On fait aussi partie d'un groupe, international depuis 4 ans où on est mesuré là, vraiment pour savoir est-ce que c'est trop long, nos évaluations ou pas. Donc vous allez voir plusieurs dates sur notre calendrier. Vous pouvez voir l'ensemble des médicaments qui sont évalués par l'INES. Puis il y a toujours une date limite de commentaires. Donc ça, c'est le moment jusqu'où vous avez pour nous envoyer, ce que vous aimeriez nous dire par rapport à cet objet-là ou à la condition. Fait que ça, c'est vraiment, disponible, pour tous en ligne. Bien là, des fois, on n'a pas toujours le temps d'aller voir, les sites web. Donc, on a créé un petit bulletin qui s'appelle l'INES Express. Puis maintenant, on a fait une édition spéciale médicaments et remboursement parce que
Il y en a beaucoup de médicaments, hein, vous l'avez vu, là, on a fait plus que 150 évaluations l'année dernière, donc ça peut remplir des boîtes courriel assez vite. Fait qu'on a vraiment fait une édition spéciale pour vous aider. Puis là, à chaque mois, il va y avoir vraiment pour l'appel à contribution des patients, des proches aidants, puis les associations de patients et cliniciens. Voici pour le mois, c'est quoi les médicaments ou les conditions pour lesquelles on aimerait ça avoir votre contribution. Qu'est-ce que ça fait là, quand vous écrivez à l'INES, soit pour parler de votre condition ou pour parler d'un médicament en particulier ou des avantages et des bénéfices que vous aimeriez avoir pour le régime public? Bien, nous, là, on se sert de ça, puis on se fait un devoir de bien le rendre de manière transparente dans l'avis au ministre. Donc, je vous ai mis un exemple là, où l'Association pulmonaire du Québec, que je remercie d'ailleurs, là, qui est assez proactive pour, nous envoyer des commentaires, bien, elle est nommée dans l'extrait d'avis au ministre. On dit: «Bien, telle association, elle nous a dit, tel truc sur les choix puis les préférences des patients, puis on en a tenu compte dans notre évaluation». Puis aussi, tout citoyen, moi, c'est mon rêve là, qu'à force de parler de nos mécanismes de consultation, on reçoit des dizaines de patients qui nous disent vraiment ce qu'ils s'attendent, quand, ils ont même pas qu'un cancer du poumon ou une condition en général. Bien là aussi, on nomme pas l'individu là, pour pas le pointer, mais on va vraiment rapporter qu'on a reçu des communications de patients ou de patientes, puis un peu qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire, au sujet de notre évaluation. Donc très important à retenir, si, il y a une chose que j'aimerais ça que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui, c'est notre adresse plancommentaire.inscription@ines.qc.ca. Je vais rendre de toute façon la présentation disponible. Gênez-vous pas, c'est très important pour nous, heu, de recevoir vos choix, vos préférences, vos commentaires. C'est utile. Aujourd'hui, là, j'ai pas parlé d'un autre mécanisme qu'on a, mais souvent quand on reçoit des commentaires des patients pour dire: «Ah, c'est très difficile d'avoir accès à ce médicament-là. Mon médecin me dit que le critère est pas tout à fait, puis moi, j'en aurais besoin dans d'autres types de circonstances». Mais ça nous permet d'enclencher des travaux de réévaluation pour s'assurer que le critère du médicament d'exception, disons, ou, l'accès d'un médicament, mais il est encore contemporain avec les nouvelles données, puis qui répond aux besoins des citoyens et des patients. Bien, bien entendu, ben, il faut qu'il y ait de la donnée pour supporter les demandes, puis, il faut que ça fasse du sens pour notre, régime public parce que on trouve que c'est un joyau, là, notre régime universel d'assurance médicaments. Puis nous, ben, ça fait partie vraiment des éléments qu'il faut considérer, c'est la pérennité du régime et bien entendu, l'équité du régime. Donc ça, c'est important. Mais moi, là, en tout cas, je vous encourage, là, à nous faire part de tout ce que vous avez besoin, ce que vous attendez, des thérapies, puisque ça change, pour vous d'avoir ça dans votre condition. Donc l'adresse, à retenir, ici. Donc, je vous remercie à l'association, puis merci à vous d'avoir écouté ce webinaire-là. Je vous souhaite une excellente journée de sensibilisation et gênez-vous pas d'écrire à l'INES quand vous avez des questions. On répond, à tout le monde, puis on essaie d'enclencher des démarches, même si on sait que parfois on va pas aussi vite que les patients aimeraient, ça porte fruit là, dès qu'on peut. Donc, excellente, journée de sensibilisation à tous. Bonne journée. Merci.